Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sûr sur New World Info 1, dans New World Soir et précisément dans Regard Croisé. Et ce soir, nous évoquons plusieurs sujets, à savoir les États-Unis, la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Washington visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. En RDC, l'affaire Marcelo Blanche-Tounazi qui surprend et prend beaucoup d'ampleur et soulève des questions sur la gouvernance et la transparence. Au Bénin, le drame du bus malien ayant dérivé dans le lac Ouémé, causant la mort d'au moins 44 personnes, mettant en lumière des défis de la sécurité routière. Et au Togo, la réduction du déficit d'enseignants à 9%, une avancée significative dans le secteur de l'éducation. Voilà donc les 4 sujets pour ce soir. Et bien sûr, j'ai 2 regards qui vont se croiser sur ce plateau. Ce soir, d'abord, j'ai Prosper Agboklou à ma droite. Prosper, vous êtes un confrère journaliste, mais également analyste politique. Un plaisir de vous avoir dans cette émission. Oui, plutôt un plaisir d'être ensemble et discuter des problèmes du monde et narrer à nos téléspectateurs les faits que nous comprenons à travers les situations qui se présentent. Donc pour moi aussi c'est un plaisir d'être ensemble avec Helmut. Ouais. Alors j'ai cru un instant que vous allez vendre la mèche par rapport à Gabin. Mais non, Gabin Adjao, également juriste et directeur de Juriste Consulting. Un plaisir de vous avoir aussi. Merci Helmut pour l'invitation, le plaisir est partagé. Salut aux auditeurs et aux auditrices, aux téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent. Merci surtout à New World pour les efforts fournis pour que nous puissions apporter quand même notre point de vue sur les situations qui prévalent dans le monde. Ça prouve à suffisance que vous n'êtes pas rien que sur New World TV, mais que vous passez également sur des radios. Ah oui. Alors, ce 18 août 2025, le président américain Donald Trump a rencontré son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington pour discuter d'un possible accord de paix avec la Russie. La réunion, initialement prévue pour aboutir à un accord sur les ressources minérales de l'Ukraine, s'est terminée abruptement, sans signature, après des échanges tendus entre les 2 dirigeants. Première question pour vous, Gabin. Quels sont les enjeux géopolitiques de cette rencontre entre Trump et Zelensky ? Oui, c'était beaucoup plus pour apporter les informations par rapport à la dernière rencontre avec le président russe Vladimir Poutine et dire peut-être les concessions que l'Ukraine devait faire, puisque on ne peut pas signer un accord de paix sans l'Ukraine, c'est-à-dire les véritables protagonistes dans cette crise-là, c'est l'Ukraine et puis la Russie. Mais il se trouve que les mastodontes du monde sont la Russie et puis les États-Unis. Et donc, après la rencontre de Donald Trump avec Vladimir Poutine, il s'est résulté beaucoup de points, beaucoup de clauses et autres. Et donc, il faut porter à la connaissance quand même de Volodymyr Zelensky les points qui ont fait l'objet de discussion lors de cette rencontre-là. Donc, c'était beaucoup plus pour informer Volodymyr Zelensky, parce que n'oublions pas la première rencontre entre les 2 dirigeants, Zelensky et puis Donald Trump, c'était terminé pratiquement de la même façon, sauf qu'aujourd'hui, dans cette rencontre avec Zelensky, il y a d'autres dirigeants européens qui aussi sont venus à la Maison-Blanche pour citer quand même à ce point-là que Donald Trump a tenu à faire à Volodymyr Zelensky. Donc, c'est vrai que Zelensky, lui, il est beaucoup plus à point à protéger son territoire, il ne veut rien céder et tout, mais il n'a pas le pouvoir, il n'a pas la pointe nécessaire pour imposer quoi que ce soit dans cette histoire-là. Donc, vous savez, les Européens, eux aussi, ils ne veulent pas lâcher du lest parce qu'ils ne veulent pas aussi perdre sur le terrain. N'oublions pas que c'est le ministre français de la Défense qui a été le Premier ministre a foulé le sol ukrainien et puis a demandé même qu'il y ait des accords sur les terres rares ukrainiens, parce que la France aussi cherche sa part du gâteau, parce que une guerre, avant tout, c'est une question économique. C'est de l'argent qu'on injecte dans cette guerre-là. Et Donald Trump a jugé bon de mettre fin à cette guerre et de partager le gâteau ukrainien, c'est-à-dire des terres rares qui pourront profiter quand même aux États-Unis et à la Russie, peut-être à d'autres personnes ou bien à d'autres pays qui ont participé quand même à cette guerre-là. Donc moi je pense que Volodymyr Zelensky, certes, il est très à point sur les questions de ne rien céder, oui. Mais force est de reconnaître réellement que il n'a pas la capacité de décider de quoi que ce soit dans cette histoire. Alors, M. Prosper, est-ce que vous pensez que
cette rencontre aura des incidences sur cette guerre prochainement? Est-ce que vous pensez qu'elle a été utile, cette rencontre, finalement? Bon, l'objectif principal, c'était de relancer le processus de paix. Avant de commettre la paix, il faut des parties qui s'entendent sur un certain nombre de points, oui, qui s'accordent sur un certain nombre donc qu'on appelle de points afin donc de signer les accords de paix. Et un accord de paix va dans l'intérêt des parties, parce que personne ne voudra signer la paix sans pouvoir tirer profit donc de cette paix. Alors, Gabin vient de le dire, après la rencontre d'Alaska entre Trump et Poutine, je crois que les Européens ont compris que Poutine est une puissance, franchement, avec laquelle il ne faut pas donc blaguer, s'amuser. Donc, ceci dit, je crois que l'entente entre Trump et Poutine dans cette histoire a obligé les Européens à demander à Zelensky d'être plus flexible dans la négociation. C'est vrai, moi je ne pense pas que le problème réellement c'est entre Poutine et Zelensky, c'est entre Poutine, l'Amérique et l'OTAN. Okay. Parce que c'est les partis qui sont en jeu. Oui. Et moi, je prends Zelensky comme un pantin que tout le monde est en train d'agiter et qui, lui, prend la forme qu'on lui donne véritablement par rapport à la situation. Puisqu'il n'a pas de voix, s'il avait de voix ou bien de la poigne, il devrait lui-même coordonner cette action pour signer la paix. Et moi, je dis, si c'était en Afrique, les Européens diront que c'est un président illégitime. Aujourd'hui, le gars n'a plus de pouvoir. Son pouvoir est terminé depuis. Il n'a pas organisé des élections. Et on l'appelle pour signer. Vous voyez le paradoxe qui gouverne le monde. On prend Poutine, comme on l'appelle, Zelensky est encore l'interlocuteur de l'Ukraine dans cette affaire-là. Moi, je dis, c'est pourquoi je dis, il est pantin. Il n'a plus de pouvoir. Maintenant, tout ce qui se passe là, je crois que ça va dans l'intérêt de la Russie et de l'Amérique. Les Européens sont, moi, à mon avis, aiguillonnés comme des ânes que les Américains prennent, quand ils aiguillonnent, l'âne va courir. Et donc vous pensez que cette rencontre n'a pas été utile? C'est utile dans le sens, voilà, par rapport à l'Ukraine. Il n'a pas de voix. Zelensky n'a pas de voix. Donc la rencontre, c'est précisément dans l'avantage, puisque quand vous regardez à peu près les approximations qui tournent autour donc des décisions qui ont été prises entre plutôt Trump et Poutine avant cette rencontre, on a compris réellement que le jeu, c'est les Américains qui gouvernent l'Europe et qui prennent les décisions, qui voudra que les Européens y arrivent. Vous voyez, Gabin le disait tout à l'heure, la rencontre de février, ça a été quoi? Un bouillonnement. Où Zelensky, mais cette fois-ci, même si ça n'a pas été trop cordial, ça a été plus cordial que en février. Donc pour moi aujourd'hui, Zelensky n'a aucun pouvoir à décider. C'est entre Trump et Poutine que les choses vont se décider, puisque les Américains tiennent la barque et quand les Européens eux-mêmes ne savent pas faire, ils vont tomber, ils vont se renverser. Donc pour aujourd'hui, on attend encore de voir. Franchement, moi je ne pense pas que Zelensky est un acteur actif dans cette histoire. Alors, Adjao, est-ce que vous pensez qu'il y aura des retombées prochainement de cette rencontre? Oui, forcément. Bon, vers la paix, bien sûr. Oui, vers la paix, bien sûr, bien évidemment, parce que déjà, à la première rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, moi, je l'avais déjà dit sur une chaîne, qu'il ne pourra pas y avoir d'entente tout de suite, parce qu'on est en train de parler de grands dirigeants quand même. Donc, il faut poser les bases d'une discussion durable. Donc, c'est tout à fait normal que, bon, les gens attendaient, ou bien certains médias occidentaux avaient crié, non, il n'y a pas eu de paix, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela, mais il y a des pas qui ont été posés, il y a des clauses qui ont été posées, et puis les deux dirigeants se sont quand même entendus sur certaines choses. S'il n'y avait pas eu de l'entente, je ne suis pas sûr que Donald Trump allait faire venir les dirigeants européens à son bureau pour pouvoir discuter avec eux. Le problème aujourd'hui, c'est qu'entre-temps, Vladimir Poutine avait compté sur le soutien des Européens. Mais après, il s'est rendu compte réellement que sans les États-Unis, l'OTAN ne vaut absolument rien. Or, c'était l'OTAN qui poussait
beaucoup plus Zelensky à rentrer en guerre et à faire croire que, bon, voilà, j'ai un pouvoir, et à permettre à l'Europe de se positionner aux frontières de la Russie. C'est ce qui réellement a amené la guerre. Maintenant qu'aujourd'hui, l'Europe est dans une position de faiblesse parce que même les industries d'armement européens sont très faibles en production aujourd'hui et donc ils ne peuvent pas mener la guerre. Zelensky s'est rendu compte de cela et aujourd'hui, c'est vrai, il est en train de jouer sa dernière carte. Il peut obtenir, peut-être nous sommes en politique, on demande, on met la barre très haute pour obtenir le juste minimum. Donc tout ce qu'il peut obtenir aujourd'hui, c'est d'avoir la paix et aussi de récupérer quelques terres qui pourront l'aider aussi et peut-être céder un tant soit peu certaines choses à l'Europe, même si l'Europe aujourd'hui n'a pas réellement le pouvoir de s'imposer dans la prise de décision entre les États-Unis et la Russie, parce que réellement l'Europe ne pèse rien dans la guerre aujourd'hui. Le seul poids de l'Europe, c'est quand les États-Unis pesaient dans la balance. C'était les États-Unis qui finançaient véritablement la guerre, qui donnaient tout l'armement possible à l'Ukraine. Mais aujourd'hui, les États-Unis, avec l'arrivée de Donald Trump, se sont rétractés de la guerre, veulent mettre fin à cette guerre-là parce que ça fait tellement dépenser et on ne voit pas le bout du tunnel. Donc, aujourd'hui, il faut savoir réellement que les Européens, ils ont la queue entre les jambes. Il faut voir même la posture dans laquelle ils étaient dans le bureau de Donald Trump. C'était Donald Trump et puis les autres. Vous voyez un peu. Donc, lui, il les a conviés. Venez, je vais vous dire ce qui s'est passé et tout. Il leur donne des injonctions, qu'ils le veuillent ou pas, peut-être ils vont leur donner une petite portion de terres rares que les États-Unis et puis les... On a l'impression que les Européens, ils sont partis de Washington avec un peu plus de satisfaction. Eh ben, ils n'ont que ça à faire, c'est la diplomatie. C'est la diplomatie. Eux, ils voulaient récupérer la guerre et puis profiter beaucoup plus des terres rares de l'Ukraine. Malheureusement, avec l'arrivée de Donald Trump qui est en train de chambouler tout, qui redistribue pratiquement toutes les cartes, alors ils n'ont pas d'autre choix parce qu'ils n'ont pas la puissance militaire pour affronter quand même les deux dirigeants. Donc aujourd'hui, il y a un problème. Donald Trump, quand vous prenez la crise rwando-congolaise, ben, il suffit que Marco Rubio ou autres la convoquent quand même les deux dirigeants à la Maison Blanche pour que les problèmes se résorbent aujourd'hui. C'est la même chose que les États-Unis font avec la Russie et l'Ukraine. Sauf que la Russie est une mastodonte mondiale et donc il faut véritablement rentrer en discussion avec la Russie. La Russie va rester un peu, peut-être 1%, bien 2% de ses revendications. Mais la réalité est là, c'est que l'Europe ne pèse pas véritablement dans la quête de la paix entre l'Ukraine et la Russie. Vous voulez réagir davantage Non, je crois que tout a été dit d'autant plus qu'aujourd'hui on comprend réellement que des dirigeants européens sont vraiment à la traîne et ils n'avaient plus que à se soumettre aux injonctions américaines. D'autant que quand vous regardez un peu plus l'imagerie que montre cette guerre, il y a des territoires que Zelensky est en train de réclamer, le Lugansk et autres, que Vladimir Poutine dit avoir conquis parce que ce sont des terres russophones. Elles sont pour la Russie. Et d'autant que l'OTAN utilise son article 5, l'article 5 qui dit que quand on déclare la guerre contre un pays de l'OTAN, oui. C'est contre toute l'OTAN que la guerre l'OTAN participe à la guerre. Aujourd'hui, est-ce que l'Ukraine est réellement un pays européen? C'est vrai qu'après les accords de Minsk violés, les Européens ont transformé tout qu'on appelle les pays de l'ancienne URSS, oui. On les a ramenés dans l'Union européenne. Justement, c'était dans cette idée-là. Et Vladimir Poutine a refusé à ce que qu'on appelle l'Ukraine ne soit pas dans l'OTAN et l'Union européenne. Donc, c'est ce qui fait que ils prennent cet article-là qui ne répond réellement pas. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai compris que M. Trump, en tant que commerçant, en tant qu'homme d'affaires, lui, il a compris que les règles sur lesquelles l'OTAN même fonctionne violent même l'article 51 des Nations Unies qui reconnaissait l'OTAN, puisque l'Ukraine réellement n'est pas un État européen en tant que tel. C'est pratiquement de l'ancienne URSS. Donc, aujourd'hui, même si l'Ukraine, j'allais dire, est reconnue comme un État européen, il n'est pas dans l'OTAN. Il n'est pas dans l'OTAN, vous voyez. Donc, ce qui est sûr, c'est que
Vladimir Poutine tient tout le monde, et si la paix doit être signée, c'est Vladimir Poutine qui va accorder cette paix à travers ces injonctions. Sinon, je pense qu'ils vont vivoter. C'est ce que Trump a compris et il a appelé à cette rencontre. Alors, on va observer la première pause dans cette émission et revenir juste après pour le deuxième sujet qui concerne précisément la République démocratique du Congo. On se revoit donc à tout à l'heure.